Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents parmi nous aujourd'hui. Je suis Lucille Nury, chargée de développement export sur la zone Asie-Pacifique. Aujourd'hui, on va parler d'Asie du Sud-Est et des opportunités sur cette zone. Je suis très heureuse de pouvoir accueillir Yann Martel, CEO de Shift4Good, Anne Prividi, directrice chez French Founders, Laurent Evin, CEO chez Xi, et Benoît Yamanjeu, CEO également de Smooth X Zouv. Donc je vous remercie beaucoup de votre présence et bonne présentation. Merci Lucille. Donc bonjour, moi je suis Anne Prividi. Comme Lucille a dit, je m'occupe de French Founders en France. Donc déjà, qu'est-ce que c'est French Founders? French Founders, c'est un club business qui a 4000 membres partout dans le monde. Et notre mission, notre job, c'est de mettre en relation des entrepreneurs, des investisseurs et des C-level corporates selon leurs enjeux business autour des sujets d'innovation, de financement ou encore d'internationalisation. Donc aujourd'hui, moi je suis très contente d'être là entourée d'entrepreneurs innovants dans le secteur de la mobilité et qui ont déjà mis un pied en Asie du Sud-Est. Alors j'ai déjà Yann à mes côtés. Yann, il a travaillé pendant plusieurs années pour le groupe Movibia. Donc derrière ce groupe se cachent les marques notamment Noroto et Midas. Et tu as dirigé le fonds Via ID, qui est donc l'accélérateur de Movivia dans tout ce qui est nouvelle mobilité. Tu connais bien l'Asie du Sud-Est, puisque tu as habité au moins 2 ans à Singapour et certainement beaucoup voyagé quand tu étais là-bas. Tu es de retour en France depuis un peu plus d'1 an, et donc maintenant à la tête de Shift4Good, un fonds d'investissement à impact dans la mobilité toujours et l'économie circulaire. Bravo. Laurent. Oui, c'est toi. Donc Laurent, là, chez Xi, on est dans la modernisation d'une industrie existante, puisqu'il s'agit d'utiliser de la data pour faire la maintenance prédictive des véhicules. C'est bien ça? C'est ça. Et Benoît, là, on est dans les nouvelles mobilités, puisque tu es à la tête d'un des leaders du vélo en libre service, vélo électrique. Et vous êtes présents notamment à Paris, à Moscou, Helsinki. Et vous allez nous expliquer tous les deux comment vous êtes déjà présents en Asie du Sud-Est et quelles sont les étapes à passer pour accélérer aujourd'hui. Alors d'abord, je vais demander à Yann de nous resituer un peu ce que c'est l'Asie du Sud-Est. Parce que voilà, vu de Paris, on a toujours l'impression que c'est petit ou c'est trop grand. Donc je voudrais que tu nous rappelles un peu quels sont les éléments clés de cette zone en termes de pays, de chiffres économiques et voilà, d'enjeux sociaux notamment. Merci Anne, bonjour à toutes et à tous. L'Asie, en fait, il y a des Asies. C'est toujours difficile quand on n'y a pas mis les pieds de comprendre ce territoire qui est immense. C'est 2/3 de la population mondiale, 60% de la plupart des enjeux, matières premières, etc. Donc on a tendance à dire qu'il y a 4 Asies. En tout cas, c'est comme ça que je le définis. Il y a l'Inde, qui est en soi quasiment un continent et 1,2 milliard d'habitants, bientôt 1,3. Il y a la Chine, ça fait un deuxième. Il y a l'Asie de l'Est, on va dire, un bloc qui a des points communs entre le Japon, Taïwan et la Corée. Et puis l'Asie du Sud-Est. L'Asie du Sud-Est, c'est, on va dire, tous les pays qui sont entre l'Inde et l'Asie de l'Est et la Chine. Donc c'est très autour de Singapour, qui fait office un peu de hub régional. Et donc c'est le Vietnam, le Laos, le Cambodge, la Thaïlande, la Birmanie, les Philippines, l'Indonésie, toute une série de petits pays. Voilà. Et puis ça va jusqu'à l'Australie. Alors souvent on dit ASEAN ou ANPAC, etc. On met souvent en fait l'Australie proche de ces enjeux d'Asie du Sud-Est. Il y a énormément d'Australiens à Singapour, énormément de business en Australie qui est fait via Singapour, ne serait-ce que pour des histoires d'avions et de décalage horaire. Voilà, et donc c'est très, très associé. Et d'ailleurs, le petit clin d'œil, c'est que dans la crise des sous-marins actuellement, les grands partenaires de la France, c'est l'Inde, Singapour et l'Australie. Et ce n'est pas un hasard, évidemment, puisque ce n'est pas la Chine. Donc ça, c'est le côté un peu géographique. Le côté des enjeux, c'est que les enjeux sont énormes. Moi, je suis vraiment tombé amoureux de cette zone-là, parce que c'est un endroit, c'est très simple, c'est un endroit en hyper-croissance. Alors, j'ai eu la chance de vivre aux États-Unis avant 2000,
donc entre 97 et 2000, où il y avait l'hypercroissance d'Internet. Alors les plus jeunes, vous n'avez pas connu, mais certains d'entre eux ici, on a connu, c'était assez extraordinaire, et la bulle Internet, et c'était avant. Et puis là, j'ai redécouvert il y a 2-3 ans une hypercroissance très différente en Asie. C'est quoi l'hypercroissance? C'est des croissances du PIB à 2 chiffres dans la plupart des pays d'Asie du Sud-Est que j'ai cités. C'est-à-dire et même dans le reste de l'Asie. Et quand l'Inde ou la Chine ou l'Indonésie passent en dessous de 8 ou 10%, c'est quasiment une catastrophe nationale de croissance annuelle. Et quand un pays augmente autant son PIB, ça veut dire qu'en fait, tout change à une vitesse folle. Les infrastructures, le paysage économique, les dimensions sociales, etc., avec des tensions qui vont avec. Donc c'est de l'hypercroissance. C'est deuxièmement des très très gros volumes. Donc les masses de population sont gigantesques. Il faut savoir par exemple que l'Indonésie, c'est 260 millions d'habitants. Donc c'est plus que toute l'Europe de l'Ouest. Que la classe moyenne indienne, c'est 460 millions d'habitants, 360 millions d'habitants, pardon. Donc c'est plus que toute l'Europe. Rien que la classe moyenne indienne. Donc c'est-à-dire des gens qui, en termes de niveau de vie, sont supérieurs à l'Europe. Donc on parle quand même de choses qui sont dans des dimensions assez incroyables. C'est en termes de volume, en termes de chiffres, des distances et des approches qui sont aussi assez incroyables. Dans le transport maritime, 80% du transport maritime est d'origine asiatique. On le sait en ce moment avec la crise qu'il y a sur, évidemment, le fret. Et 8 des 10 plus grands ports du monde sont entre la Chine et Singapour. Et donc, vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit dans la mobilité maritime, par exemple, sans être en Asie. Et dans le fonds d'investissement que je suis en train de créer, en Europe, toutes les jeunes startups de transport maritime, elles sont intéressées par ce qu'on fait parce qu'on est cross-border Europe-Asie. C'est un petit clin d'œil, mais enfin voilà, ça vous met un peu les enjeux. Et puis, dernier chiffre que je cite souvent, on parle énormément de la voiture électrique en France, en Europe. Il se vend plus de voitures électriques en Chine en un an que dans tout le reste du monde cumulé. États-Unis, France, Allemagne, etc., Norvège, quoi. Et on n'en parle pas tellement. Et il y a plus de bornes de recharge installées en Chine de voitures électriques que dans tout le reste du monde cumulé. Et il s'est ouvert l'année dernière en Chine plus de bornes nouvelles donc marginales, incrémentales, que dans toute l'Europe de l'Ouest, en stock au total, depuis le début. Donc on parle évidemment d'enjeux qui sont énormes. Et je termine en disant sur ce grand paysage que c'est des zones qui sont dans des stratégies, puisqu'on est là pour parler de ça, vraiment leapfrog. C'est-à-dire on saute des étapes. Et donc c'est très déroutant, parce qu'en fait, ils veulent toujours la dernière solution, la plus moderne, et ils sont prêts à l'adopter très vite. Donc ce n'est pas du tout le côté copier-coller de l'Europe s'appréhende assez mal. Et donc il y a vraiment un côté, je ne vais pas passer de A à B à C à D, je vais faire directement de A à D, parce que quand vous êtes l'Indonésie, vous avez un déficit d'infrastructure, vous avez un déficit éducatif parfois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font peu d'études, et donc on veut tout de suite avoir des solutions qui sont des solutions modernes et qui n'ont pas passé par le cycle de développement de l'Europe, par exemple. Merci Yann. Alors du coup, vous avez tous les deux des approches d'implantation d'Asie du Sud-Est qui sont différentes. Donc je voudrais que vous nous expliquiez où est-ce que vous êtes présent et quel a été l'élément déclencheur de votre présence en Asie du Sud-Est. Est-ce qu'on commence par... je vais commencer par Benoît. Alors effectivement, on a 2 types d'implantation, si on peut parler d'implantation. Comme Xi, nous on a une activité où on fait de l'IoT, on traite de la donnée, mais parce qu'on fait de l'IoT, on fait aussi du hardware. Donc on a des choses à fabriquer et on a un produit à fabriquer à vendre. Et donc on a une première partie de notre implantation qui est l'implantation industrielle, le fait d'avoir des partenaires en Asie du Sud-Est et en Asie plus largement pour fabriquer notre matériel. Et puis après, on a une implantation qui pour l'instant est encore toute petite, une implantation commerciale qui est à Bangkok, où on est aujourd'hui le fournisseur du système de vélo en libre service de Bangkok. Et donc pour répondre à la question sur qu'est-ce qui a déclenché, je pense que sur la partie production, la partie amont, c'est assez évident. Je pense que c'est tout ce qu'a dit Yann. Et aujourd'hui, on ne peut pas se passer de l'Asie du Sud-Est et de l'Asie plus largement pour fabriquer et pour produire notamment des biens électroniques comme on en a besoin. Donc c'était pour nous naturel d'y aller. Et après, sur l'implantation aval, c'est aujourd'hui quelque chose d'un peu moins évident, d'un peu plus compliqué de notre point de vue par rapport à notre activité, qui est une activité de marché public, donc qui est assez compliquée, assez spécifique. Et donc aujourd'hui, on est
parti sur un test à Bangkok qui a encore pas débouché sur d'autres implantations, mais nous ce qu'on voit en fait c'est le potentiel de cette zone, le potentiel en termes de population, le potentiel en termes de nouvelles mobilités qui est juste énorme et qui est sans comparaison avec ce qu'on a en Europe, même si c'est un marché qui est plus difficile à aborder de notre point de vue. Pour Xi, nous, on est arrivé en Asie parce que on a reçu. Alors déjà, on avait une appétence parce que effectivement, beaucoup de sujets sont data-driven là-bas. Singapour, la Smart Nation, ça nous parlait bien. Nous, notre sujet, c'est la data de mobilité, et créer de la valeur au-dessus de la data de mobilité. Et puis, il s'est avéré qu'au courant 2019, en quelques mois, on a reçu 5, 6, 7 demandes entrantes de prospects venant de la même zone. Indonésie, Malaisie, Singapour. On a trouvé ça quand même bizarre dans un tout petit laps de temps comme ça. Au même moment, on a eu l'opportunité de partir sur un salon un peu tech de Singapour, qui est le hub, donc qui concentrait tout le monde. Et on s'est dit, bah, tiens, c'est l'opportunité d'aller voir et sentir, puis de donner rendez-vous à tous ces prospects qu'on a eu d'un coup. On peut y aller, quoi. C'est facile. On avait un stand, on avait une structure qui nous permettait d'avoir un peu de visibilité. Donc cette fois-là, on est parti avec Via ID qui avait un bureau là-bas à l'époque. D'autres fois, on est parti avec Business France. Ça a bien marché aussi, je parlerai après. Et on est arrivé là-bas et en fait, on a découvert le foisonnement de besoins et surtout l'approche locale des technologies européennes. C'est vrai qu'on arrivait presque là-bas avec une toute petite modestie, de dire bah, nous, une toute petite PME quand même si on est français. On n'arrivait pas en se disant technologie française au-dessus de tout. Se disant qu'à Singapour, il devait quand même avoir autour d'eux largement tout ce qu'il fallait. Et en fait, il y avait quelque chose dans notre secteur d'activité qui était le contraire, c'est qu'il y avait une recherche d'une qualité étrangère. Ils achètent beaucoup en Australie, ce qu'on propose. Ils achètent beaucoup en Europe et presque majoritairement, exclusivement en Europe. Donc on a eu un écho tout de suite assez favorable à ce qu'on partageait en termes d'offres. Et on s'est dit que ça valait le coup de creuser un petit peu. C'est avéré que coup de chance, le salon du transport mondial avait lieu, était positionné à Singapour cette année-là. Donc on est retourné à Singapour quelques mois après. Avec Business France cette fois et donc là très cœur de métier dans ce qu'on faisait, donc un premier salon très tech où on rencontre tout le monde et on a mesuré aussi les différences d'approche par rapport au salon ici. C'est vrai qu'au salon ici on voit des gens qui viennent se promener mais on ne croise pas les grands chefs, les grands DG des grosses boîtes. Là on a croisé le DG de Toyota, le DG innovation de la zone Asie Toyota qui se baladait tout seul avec son sac, mais sans de grosses délégations, qui est venu nous parler, on a échangé des cartes. Alors, ça ne mène pas forcément à du business, mais il y a eu un contact avec tellement d'acteurs en 2 jours qu'on s'est dit il y a quelque chose à creuser. Plus simple, un petit peu plus simple que ce qu'on vit ici en France, dans la prospection B2B sur des salons, et que ça vaut peut-être le coup d'aller plus loin. Et donc on a creusé ça, et jusqu'à trouver des gens qui nous ont amenés à être partenaires de distribution sur un salon, qui ont notre techno comblé un de leurs besoins en distribution. Et on a commencé comme ça, avec 1 ou 2 clients, mais par le biais d'un distributeur local, dont notre offre était complémentaire de ce qu'il proposait. Et ça nous a permis d'avoir un premier client en Malaisie, un premier client à Singapour, déployé finalement assez simplement, avec assez peu d'efforts de notre côté, de l'effort partenarial, mais une vraie opportunité. Merci. Donc Benoît, on voit pour l'instant, toi, tu es encore un peu prudent sur le déploiement commercial de votre solution ailleurs qu'en Thaïlande. Quels sont les freins majeurs en fait à ce déploiement ? Je pense que les freins, c'est le fait de ne pas encore avoir trouvé les bons partenaires, de ne pas avoir trouvé l'accès au marché. Comme je le disais, nous on est sur un marché qui est assez spécifique, où on est sur le marché public, donc ça rajoute une barrière parce que le marché public, chaque pays a un petit peu ses règles, ses codes et c'est très compliqué de les comprendre quand on n'a pas de partenaires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé ces partenaires-là. Je pense avant tout parce qu'on n'y est pas allé. Je pense que c'est ce qu'on a pu voir, nous, sur la partie amont. Et je pense que c'est aussi ce que nous dit Laurent sur la partie aval, la partie commerciale, c'est que si on n'y va pas, il ne se passe rien. Si on ne rencontre pas les gens, il ne se passe rien. Et nous, on l'a vu beaucoup sur la partie amont où, en fait, pour produire, on avait commencé, alors je pense à Zouv. Donc aujourd'hui, nous, on est Smooth Zouv, on est 2 entreprises qui ont fusionné. Zouv, c'est la partie la plus jeune de notre entreprise qui s'est fondée il y a 3-4 ans. Et quand ils ont démarré leurs produits, quand ils ont voulu lancer leurs produits, ils ont commencé à chercher des partenaires industriels pendant des semaines, à distance, sans que ça aboutisse. Et puis ils sont allés sur place et en 10 jours, ils ont rencontré une quinzaine de partenaires.
Et ils sont allés très vite et très loin parce qu'ils ont même commencé à travailler sur du prototypage avec ses partenaires. En fait, c'est ce que disait Laurent, c'est une fois qu'on est là-bas, les choses se passent hyper vite et beaucoup plus vite que ça peut se passer ici. Mais la clé, en fait, et c'est ce qu'on n'a pas fait encore d'un point de vue commercial, c'est d'aller là-bas. Tant qu'on n'y va pas, en fait, on peut faire des contacts à distance, on peut faire plein de choses. Tant qu'on n'y va pas, il se passe rien. J'ai envie de demander à Yann, en fait, tu nous as déjà partagé ton enthousiasme pour la région, pour tout ce qui se passe. Quels sont les conseils que tu pourrais donner aux personnes qui ont envie de se lancer là-bas pour dépasser ces barrières et ne pas hésiter, au-delà de se rendre sur place, c'est vrai que c'était compliqué ces derniers mois. Alors d'abord, la France a la chance d'avoir un réseau extraordinaire entre BPI, French Founders, Business France, etc. Enfin, utilisez-le vraiment. Et moi, j'ai passé ma vie à faire du business développement international et depuis Singapour, à chaque fois que j'allais dans une ville en Asie, c'était mon réflexe numéro 1 d'activer ces réseaux-là, d'organiser un petit déj avec 8-10 personnes qui m'étaient recommandées par ces gens-là, etc. Et c'est un accélérateur de compréhension extraordinaire. Et à partir de ce rendez-vous-là, vous allez récupérer 8-10 autres rendez-vous qualifiés parce que c'est de l'introduction personnelle, à la différence d'un salon où le taux d'échec, voilà. Donc, utilisez les réseaux français qui sont extraordinaires. Et la France a une excellente réputation. Croyez pas ce que des gens négatifs peuvent dire. La France est vue comme un pays qui a évidemment quelques défauts, mais enfin, comme l'Allemagne, c'est vu comme un pays qui est leader, qui a des choses à amener, qui est très bon en innovation, qui est très bon en informatique, qui est très bon en sciences, qui devient bon en business, qui devient bon en investissement. Donc, étant français, étant entrepreneur, vous avez naturellement un espèce de coefficient de sympathie qui est bon. Donc, allez-y, appuyez-vous sur les réseaux. N'hésitez pas à prendre du temps à créer une relation personnelle. C'est vrai, on va dire que c'est vrai partout, mais je dirais que c'est un peu vrai, peut-être encore plus en Asie. C'est-à-dire que la grosse différence, je trouve, avec notamment l'Amérique ou bien une partie de l'Europe, c'est le go-to-market qui est simplifié, comme le disait Benoît. C'est-à-dire que vous allez avoir accès plus facilement à des gens et ils vont décider incroyablement plus vite. C'est-à-dire, moi, je dis toujours, et je l'ai expérimenté, c'est 3 à 5 fois plus rapide pour aller décrocher un contrat. Je pourrais vous donner des dizaines d'exemples de gens qui, en l'espace de 15 jours sur place, ont signé des contrats alors qu'ils sont arrivés avec rien du tout. Donc c'est vraiment une expérience à faire qui est extrêmement agréable. Et donc, mais il faut prendre le temps d'expliquer, notamment parce que parfois là-bas il y a une espèce de petit complexe d'infériorité, mal placé, mais qui existe, de gens qui se disent oui, mais est-ce que ces gens-là ils vont être capables de bosser avec nous? Donc il faut prendre le temps de rassurer sur le fait que vous aussi vous voulez bâtir une relation qui est pérenne, une relation de confiance. Il n'y a pas juste le contrat, mais vraiment le fait que ce soit incarné humainement. Et donc ça passe par le fait d'expliquer et de s'adapter. Effectivement, on avait évoqué la partie prospection, on avait évoqué la partie appréhender les différences culturelles, et je crois que c'est Laurent qui avait évoqué le recrutement. Ou c'est Benoît peut-être? Non, c'était Benoît. En disant que c'était un élément clé pour partir, c'était comprendre le recrutement et le management. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors effectivement, nous, donc toujours sur cette partie plus amont, sur la partie industrielle, la partie production, nous en fait on a recruté en local. C'est-à-dire qu'assez vite, on s'est rendu compte que par rapport à tout ce qu'on vient de dire, avoir des gens qui sont présents localement, ça change vraiment tout et ça fait que les sujets avancent beaucoup plus vite. Et donc nous, le principal enseignement, et ce qu'on a vu déjà de ces premières expériences dont j'ai parlé tout à l'heure, mais après dans la vie des projets, dans la vie de la production, c'est que si on n'a pas quelqu'un en local, on finit toujours par bloquer. Même si on a déclenché les trucs au début, même si on a lancé très vite, parce que comme le disait Yann, tout se passe très très vite une fois qu'on y est, dès qu'on part, en fait, ça retombe et ça s'arrête. Et donc en fait, on s'est rendu compte de ça. Et donc, dans notre recrutement et dans nos équipes, toutes les équipes qui gèrent cette partie supply, on a aujourd'hui des gens qui sont sur place et qui font en sorte de maintenir le truc vivant, parce que en fait, cette présence locale, elle est bien pour enclencher les choses, mais elle est nécessaire aussi après, pendant toute la durée de la relation commerciale, la durée du partenariat industriel. On a besoin de maintenir une présence sur place. Et en fait, oui, finalement, on a recruté sur place pour faire ça. Est-ce que vous auriez, chacun de vous peut-être, une anecdote sur une difficulté ou quelque chose d'inédit qui a pu vous arriver en vous implantant?
Ouais, nous, on en a une qui est un peu culturelle en fait, c'est-à-dire que on a déployé notre technologie, enfin on a proposé notre technologie, et en fait ce qu'on a présenté a été pris comme une promesse à 100%. Mais c'est parce que c'est comme ça, c'est 0 ou 1. Et globalement, on a dit, bah voilà, nous, ça peut faire ça, ça, ça. Après, on va voir aussi sur le terrain ce qui se passe quand même. Hein. Mais en fait, la fin de la phrase, on va voir sur le terrain ce qui se passe, ça n'existe pas. C'est dans votre offre, il y a ça, donc ça fait ça. Mais si ça fait pas ça, ça va vraiment mal se passer. Donc la tolérance qu'on a en Europe et encore plus en France, à peu près, ça a à peu près marché. Donc on va dire que ça marche. Elle n'existe pas en fait. On a une chance très vite, mais il faut absolument pas la gâcher. C'est perfectly tout de suite quoi. Il faut que ça tourne, il faut que ça fasse ce qu'on a dit ce que ça faisait. Il ne faut pas survendre. Vaut mieux dire moins et vaut mieux sous-promettre et surservir plus que jamais. Et on a été confronté à ça parce que nous, on va capter de l'information sur des bus, en l'occurrence là. C'est un parc très hétérogène, d'une marque, d'un modèle à un autre. On est confronté à des problèmes qu'on ne peut pas anticiper. Et eux avaient totalement lu quelque chose comme quoi c'était plug and go, quoi. On branchait, tout marchait, c'était miraculeux. Puis on s'est retrouvé face à des marques chinoises qui respectent aucun standard mondiaux, aucune norme, et ça n'a pas marché comme on le voulait. Et donc, s'en est suivi un mois d'explications sur bah oui, vous l'aviez promis. Ah non, mais on avait dit, mais il y a des nuances. Mais la nuance, elle n'existe pas en fait. C'est ça marche ou ça marche pas. Et on nous l'a répété beaucoup de fois après. À chaque fois qu'on s'est engagé, et notre partenaire avec qui on travaille nous le redit à chaque fois qu'on s'engage. Tout ce que tu me dis, tu es sûr à 100% que tu le délivres. Oui, je t'ai tiré tout ce sur quoi j'étais pas tout à fait sûr. Parce que derrière, il y a la chaîne de commandement, elle va pas apprécier le fait que ça marche qu'à peu près. Merci Benoît. Alors moi en termes d'anecdote, c'est une anecdote qui va illustrer l'idée que je donne depuis tout à l'heure. Je pense que je la matraque beaucoup, donc vous avez compris, c'est d'être sur place. On a eu pas mal on a eu des soucis comme sur tout développement de hardware. On a eu des soucis de production et des soucis de qualité. On avait en particulier un souci de fabrication de notre batterie, un souci de qualité sur notre batterie qu'on n'a pas réussi à régler pendant des semaines, pendant des mois. Et en fait, on est arrivé sur place et on s'est mis dans une salle avec les personnes qui nous fabriquaient les batteries. Et on leur a juste dit, voilà, on ne sortira pas de la salle tant que le problème de la batterie ne sera pas résolu. Et donc voilà, c'est une réunion qui a duré quelques heures, mais on est sorti de la salle avec le problème résolu. Et donc c'est une autre petite anecdote, mais qui illustre vraiment le fait que quelque chose qu'on met des mois à réaliser à distance, en étant sur place, ils ont vraiment ce côté où il faut faire et il faut faire maintenant. On n'est pas sur des plans d'action, on n'est pas sur des next steps quand on sort de réunion, on est sur quelque chose de fini. Et c'est vrai que ce petit épisode sur les batteries où on s'est mis dans une salle et on s'est dit on sort pas tant que c'est pas résolu, illustre bien ça et le fait que voilà, on résout les problèmes sur place et avec eux et ça se fait très bien comme ça. Alors, moi, mon anecdote, elle est liée au choc culturel que j'ai pris quand je suis arrivé la première fois à Jakarta. Alors, ceux qui ne connaissent pas Jakarta, je vous invite à y faire un petit tour. C'est quand même une ville absolument extraordinaire, qui fait un peu peur. Hein. Donc, première fois que je suis allé là-bas, j'ai raté mon avion du retour parce que j'ai mis 4 heures à faire 6 km du centre-ville à l'aéroport. Et naïvement, je ne m'étais pas vraiment bien renseigné. Pourtant, des avions et des vols, j'en avais pris beaucoup. Et voilà, c'est une ville qui peut être très très compliquée en termes de transport, surtout quand il fait pas beau, quand il pleut, ce qui arrive assez souvent en Asie du Sud-Est. Et donc c'est une mégalopole incroyable de quasiment 20 millions d'habitants, avec un niveau de manque d'infrastructure qui est énorme. Alors pourquoi je raconte ça? Parce que en fait, il faut le voir comme un potentiel, comme une opportunité extraordinaire. Et nous, on est devenus actionnaires de Gojek. Gojek, c'est l'équivalent de Grab, c'est un énorme acteur de la mobilité. Et pour mettre les choses en perspective, Gojek en fait représente 2% du PIB indonésien. 2%, c'est fou quoi. Hein, donc c'est des sommes incroyables. Et Gojek au départ, c'est un service de scooters avec chauffeur pour transporter des gens, parce qu'il y a tellement le bazar en voiture que les scooters ils se faufilent. Et puis ils se sont additionnés 25 services de courrier, de médicaments, etc. autour. Donc c'est devenu une plateforme digitale très puissante et la boîte elle vaut 30 milliards de dollars aujourd'hui. Et elle va entrer au Nasdaq là, en fin d'année, au début de l'année prochaine. Et Gojek, c'est 2 millions de chauffeurs de scooters. 2 millions. C'est incroyable. Donc, ce qui veut dire que quand vous êtes un partenaire de Gojek et que vous avez une petite solution applicative de paiement, de service, de quoi que ce soit, vous êtes immédiatement en fait, sur une échelle qui est
invraisemblable, quoi. Et ils ont un département de 40 personnes qui passent leur temps à scruter, qui ne font qu'un truc, c'est des innovations pour leurs produits, des innovations tech pour leurs produits. 40 personnes qui sont des chasseurs d'innovation, que vous retrouvez sur tous les salons de la région, etc. Et donc, mon anecdote, elle reflète l'opportunité extraordinaire que représente l'Asie du Sud-Est, et des Gojek, il y en a plein d'autres, et des Jakarta, il y en a plein dans ce coin-là. Et c'est extrêmement rafraîchissant. Parce que d'abord, les gens sont ultra sympas, ils ont vraiment le smile en permanence, c'est très agréable de faire des affaires, très agréable, ils sont très bons. Ils sont très bons, ils sont très différents, mais ils sont très bons. Et donc vraiment, si vous avez l'occasion de... Si ça vous titille, moi je dis en permanence à mes entrepreneurs, chez Vieille Idée, j'avais 22 startups, regardez vers l'Est plutôt que de regarder vers l'Ouest. Parce que se développer en Amérique du Nord, c'est sympa, notamment pour des histoires de valorisation, mais la réalité du go-to-market est très difficile. Beaucoup, beaucoup plus difficile que d'aller en Asie. Et comme il y a plein d'Asie, on en a parlé, vous allez forcément trouver, si vous êtes un peu persévérant et un peu adaptatif, ce qui est le cas des entrepreneurs en général, vous allez forcément trouver au bout d'un moment la bonne équation pour réussir là-bas. En tout cas, il y a vraiment une appétence, une attente, un a priori positif en direction des solutions qui viennent d'Europe. Est-ce qu'à ce stade, vous avez déjà des questions? On poursuit. Non. Bon. Alors, dans le... Ah, pardon. Qu'est-ce qu'il y a le micro Merci. Vous parlez beaucoup de l'Asie du Sud-Est, mais personne ne dit rien sur l'Inde. Comme moi, je suis spécialisée sur l'Inde. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez. Vous qui avez suivi des startups, bon, vous êtes sur les marchés publics, c'est encore un autre sujet, mais voilà. Alors moi, je peux parler un peu de l'Inde, mais pas très bien. L'Inde, pour moi, n'est pas dans l'Asie du Sud-Est. Comme je le disais au début, c'est immense, c'est un territoire, c'est un continent en tant que tel, qui lui-même qui a 26 régions, qui est d'une complexité invraisemblable. C'est un endroit que je connais un peu parce que j'étais marié pendant 25 ans à une Indienne, donc j'y allais au moins 2 fois par an. Et j'adore ce pays. D'un point de vue de business, c'est d'une puissance extraordinaire. Il faut savoir que, je vais vous donner juste 2 chiffres que je trouve qui illustrent. C'est, après les États-Unis et la Chine, le 3e endroit du monde sur le private equity, sur le VC. C'est-à-dire beaucoup plus que l'Europe. Donc en termes de montant investi, de valo, etc. Donc c'est une scène, voilà. Par contre, c'est assez protectionniste, de moins en moins, mais il y a des réflexes qui le sont encore. Et ce que disait Benoît est très vrai, c'est en Inde, je trouve que c'est un des pays pour lequel, si vous n'avez pas un partenaire local de qualité, votre go-to-market, il va être extrêmement difficile. Et les grandes boîtes que je connais, ou les startups, qui ont réussi, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas réussi, mais celles qui ont... Et s'ils n'ont pas réussi, ce n'est pas forcément à cause du pays, hein, c'est souvent la gestion opérationnelle des projets, mais celles qui ont réussi, c'est ceux qui ont trouvé le bon partenaire. Et donc, trouver le bon partenaire, c'est avant de faire du commerce, hein, souvent. Et donc, il y a cette espèce de phase de préparation qui, je trouve, est particulièrement vraie en Inde. Voilà. Mais le potentiel de l'Inde est juste extraordinaire. Il ne faut juste pas croire que... Enfin, attention aux miroirs aux alouettes en croyant que c'est facile. C'est pas un pays facile. Merci beaucoup, Jean-Christophe Long. J'accompagne des entreprises qui veulent se développer en ASEAN. Ma question est double. Donc, il y a le récent accord RCEP qui vient d'être signé entre tous ces partenaires. Est-ce que pour vous, c'est déjà un facilitateur pour une entreprise type start-up qui pense à cette région, ou est-ce que il faut attendre encore un peu? Et la deuxième sous-question, c'est le Covid a entraîné plus de distanciel, plus de relations 2.0, si je puis dire, avec moins de contacts. Est-ce que pour vous, c'est une gêne, cette nouvelle façon de travailler, ou est-ce que vous aspirez vraiment à un retour au présentiel, au full présentiel? Merci. Moi, je ne peux pas vraiment répondre sur le deuxième parce que je ne suis pas là-bas depuis 1 an. Je peux vous juste dire que mes associés qui sont à Singapour souffrent beaucoup du fait que Singapour se soit fermé de manière très forte. Même si ça s'améliore un peu là, c'est un peu dommage parce que c'était vraiment le hub, y compris le hub physique des échanges commerciaux. C'est l'endroit où il y a les grands salons, c'est l'endroit où il y a les grands échanges. Les sièges de toutes les boîtes d'Asie du Sud-Est sont à Singapour. Et je crois que ça fait beaucoup de mal à Singapour, qui est en train de s'en rendre compte et en train de changer un peu trop lentement. Mais l'Australie aussi, la Nouvelle-Zélande, puisqu'ils sont sortis du dogme du Covid-0. Donc je pense qu'ils se rendent compte que voilà, c'est pas pérenne et c'est les premiers à avoir besoin de cette ouverture. Donc je pense que, j'espère, mais je pense aussi que ça va se réduire. Et après, sur les accords, ce qui est très bien dans les accords,
que vous citez, celui-là ou d'autres accords régionaux ou internationaux, c'est qu'en fait, ça normalise les conditions du business. Et donc, c'est très bon pour les startups quand elles savent aller dans les fumées des gens qui signent les grands accords. Et j'entendais tout à l'heure une conférence d'une société qui faisait l'économie circulaire en bas, là, dans le truc vert, c'était intéressant, et qui disait que son développement, il l'avait fait en fait en s'associant avec un grand groupe français qui est parti à l'international. Et eux, ils ont amené ce truc-là. Ils ont amené leur solution un peu innovante. Et à partir d'un contrat, ils ont essaimé. Et donc ça, c'est un bon go-to-market. Et les grands accords internationaux, ils facilitent ça parce qu'en fait, ils rassurent les grands acteurs. Et donc, ça permet aux startups d'être derrière ces grands acteurs qui, du coup, osent aller. Nous, juste un petit mot, nous, la période Covid, en fait, elle a mis un coup d'arrêt au déplacement là-bas, où on avait commencé à planifier des déploiements, etc., etc. Par contre, elle a mis sur un pied d'égalité les relations commerciales intra-pays d'Asie du Sud-Est ou extra avec des zones européennes, même sans implantation locale. Donc ça nous a permis de multiplier les contacts commerciaux avec notre partenaire et des acteurs là-bas, en Malaisie, en Indonésie, à Singapour, sans y être, et finalement sans que personne se pose la question de où est-ce qu'on était, où est-ce qu'on n'était pas, quoi. Donc en fait, pendant 18 mois, on a multiplié le commerce, plus que si on avait été là-bas, on serait peut-être concentré que sur un ou deux acteurs, et ça a posé zéro problème. Après, on a notre partenaire qui est local, qui est en Malaisie et qui nous représente bien, mais ça a été plutôt un facteur d'accélération des relations commerciales, parce que tout le monde était sur au même niveau, en fait. Je pense qu'on est à la fin du panel. Je ne sais pas s'il y a une dernière question ou pas. Bonjour. Jusqu'à présent, vous avez parlé, si j'ai bien compris, de produits. Donc, si je comprends bien, toutes vos entreprises font des produits. Nous, on travaille sur du service. Et on sait que la main-d'œuvre dans les pays d'Asie de l'Est, du Sud-Est, sont quand même beaucoup moins chères. Et la question, c'est comment on peut se démarquer quand on fait un service, type service à la prospection, par exemple. Comment on peut se démarquer par rapport à des concurrents qui seront forcément moins chers et qui feront a priori la même chose que nous. Et vous êtes dans quel secteur? On automatise la prospection B2B pour les entreprises. Comme ça, la top of mind, à mon avis, les deux facteurs clés de succès, ça va être le branding, donc avoir une marque qui va avec un positionnement un peu différenciant. Et c'est vrai que les marques en Asie, elles sont importantes dans certains pays, hyper importantes en Chine, hyper importantes en Inde, parce qu'elles sont rassurantes pour ça. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il va falloir délivrer en capitalisant sur certains succès. C'est-à-dire qu'ils sont très friands de use case et de verbatim, et donc il faut que vous intégriez, je ne sais pas comment on dit en français, vos clients existants pour qu'ils deviennent en fait vos ambassadeurs. Il y a un espèce de côté réassurance comme ça, parce que vous êtes le challenger, et donc par contre, ce qui va plaire dans le fait que vous soyez européen, c'est que vous allez être associé à une image de rigueur et que vous allez être associé à une image de pérennité business, ce qui n'est pas toujours le cas. Rappelez-vous quand même qu'il y a 10 ans, le monde des startups en Asie du Sud-Est, enfin, on dit la France, French Tech, est en essor, etc., mais est en retard par rapport à l'Angleterre ou aux États-Unis. C'est vrai, mais c'est en avance par rapport à l'Asie du Sud-Est. Et donc, il y a une espèce de... Il y a 10 ans, mes associés, j'étais pas à Singapour, ont commencé à se lancer dans l'investissement sur les startups. C'était une scène qui était embryonnaire à un point où vous imaginez même pas, quoi. Et donc, vos interlocuteurs, il y a encore une espèce de besoin de réassurance de ce point de vue-là. Aujourd'hui, en France, c'est devenu être entrepreneur, c'est devenu chouette, normal, sympa, positif, voilà. Mais même en France, ce n'était pas le cas il y a 5-6 ans. Eh ben, on est en Asie Sud-Est, là où la France était il y a 5-6 ans. Oui, nous, on a vu que le marché là-bas était très d'exploser sur tous les sujets de nos services et qu'il y avait du coup une recherche, et ça vit, ça meurt beaucoup, et du coup un manque de confiance dans certaines solutions locales qui meurent trop vite, et la recherche du coup à l'extérieur et vers l'Europe avec cette image de pérennité et de gage de confiance d'aller chercher une solution plus loin. Voilà, donc ce sera le mot de la fin, de la conclusion. On a un bon moment en France pour se lancer. Un grand merci, Benoît, Laurent merci. et Yann pour votre partage. Et merci à BPI.